L'état de siège décrété dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri, le gouvernement est censé saisir le Parlement afin d'obtenir une prorogation de 15 jours. S'organiser en synergie en faveur de populations victimes de l'éruption volcanique, une décision des femmes politiques et représentants des ONG féministes qui se sont réunies ce samedi 29 mai autour de la vice-première ministre de l'Environnement. Et puis Albumbashi Moïse Katumbi lance officiellement son parti Ensemble pour la République ce samedi 29 mai 2021. Voilà tout pour les titres, restez branchés pour le développement. Madame, Monsieur, le plaisir est pour moi de vous présenter ce journal sur la scène de l'éducation. Dans l'actualité, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé le 5e Conseil des ministres le vendredi 28 mai 2021. Ce dernier a demandé au gouvernement de saisir le Parlement pour obtenir une prorogation de 15 jours concernant l'état des sièges dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri. Suivez Patrick Mouyaya, porte-parole du gouvernement. La communication du président de la République, chef de l'État, a porté essentiellement sur la situation qui prévaut dans le Nord Kivu, marquée depuis le 22 mai dernier par l'éruption du volcan Nyiragongo et ses conséquences. Fort touché par ces drames, le président de la République, qui a interrompu son séjour à l'étranger pour suivre de près cette situation, a demandé au gouvernement de redoubler d'efforts pour une meilleure prise en charge de la situation humanitaire. Il a exhorté à poursuivre les efforts pour préserver la sécurité et le bien-être de la population sur les différents lieux d'accueil. En outre, il a instruit le gouvernement à mettre fin à toute forme de tracasserie telle que dénoncée par les populations en cours des déplacements sur les différents axes dans la province du Nord Kivu. Tous ceux qui seront désignés comme responsables de ces écarts seront immédiatement et sévèrement sanctionnés. Il a formulé les vœux de voir le gouvernement créer un service public de protection civile et de prévention de catastrophes pour permettre à la République d'avoir le cadre approprié qui lui permet de prendre des précautions en amont et d'orienter ses interventions sur le terrain. À propos des risques qui pèsent, notamment sur le lac Kivu, il a chargé le ministre des Hydrocarbures de tout mettre en œuvre pour entrer en contact avec l'opérateur désigné devant entamer les travaux de dégazage du lac Kivu et du golfe de Kabouno. Sur le plan sécuritaire, le président de la République, chef de l'État, commandant suprême de forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise, a salué les efforts constants de nouvelles autorités militaires dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu pour vaincre l'ennemi. Il a demandé au gouvernement de saisir le Parlement pour obtenir la prorogation de 15 jours de l'état de siège permettant à nos officiers de continuer les déploiements de leurs plans. Et puis du côté du Premier ministre Samalou Konde-Kengue, ce dernier a fait savoir aux membres du Conseil des ministres que l'éruption Nyiragongo n'a aucun point de similitude avec les éruptions précédentes. Pour sa part, le Premier ministre chef du gouvernement a centré sa note d'information sur la gestion par les gouvernements de l'éruption volcanique du Nyiragongo. De manière chronologique, il a rappelé chaque action entreprise par le gouvernement depuis la survenance de cette catastrophe le samedi 22 mai 2021 dans la soirée. De la décision d'activer le plan de contingence au soir de l'éruption à celle de déplacer provisoirement les habitants des quartiers faisant partie de la zone rouge de la coulée des laves, le Premier ministre chef du gouvernement a évoqué l'impératif de sauver les vies humaines qui a guidé depuis le début chaque action du gouvernement. C'est ainsi qu'il a délégué, dans les 24 heures qui ont suivi l'éruption, une délégation gouvernementale de 7 membres pour suivre de manière spécifique chaque question et faire une évaluation détaillée avec les autorités provinciales en vue d'une réponse adaptée aux besoins. Dans cette mission interministérielle, chaque ministre avait des devoirs à accomplir. Le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention devait faire le point de la situation sanitaire globale et proposer des mesures urgentes.
Le ministre de la Recherche scientifique s'est quant à lui appesanti sur la question de la gestion de l'Observatoire volcanologique de Goma OVG, la prise en charge de ses agents ainsi que l'acquisition des matériels permettant une surveillance plus étroite du volcan. Le ministre de la Solidarité et Affaires humanitaires a fait les points sur la situation de prise en charge de victimes, notamment l'enterrement de morts que le gouvernement voulait digne. Le ministre de l'Intégration régionale a pour sa part fait part des contacts pris avec les pays voisins pour la gestion des conséquences de cette crise. Les ministres de l'Industrie, de l'Agriculture, ainsi que celui de l'enseignement supérieur et universitaire ont participé à cette mission d'évaluation et de réconfort comme membres du gouvernement originaire de cette partie du pays. Avant de clore sa note, le Premier ministre chef du gouvernement a tenu à rappeler que l'éruption du Nyiragongo n'a aucun point de similitude avec les éruptions précédentes. On sait qu'elle est survenue sans aucun signe précurseur. C'est ce qui justifie notre décision conjointe avec les autorités locales d'évacuer la population vers les zones qui ne sont pas exposées. Entre-temps, au-delà des moyens que le gouvernement a mis à disposition pour la gestion de cette crise, le Premier ministre chef du gouvernement a soutenu avoir activé le cadre de concertation humanitaire pour mieux évaluer les besoins et orienter l'assistance de partenaires. Direction Assemblée nationale, loi organique de la Commission électorale nationale indépendante, l'Assemblée plénière a déclaré recevable le rapport de la Commission PAJ. Un délai raisonnable a été accordé aux élus nationaux pour déposer les amendements. Suivi du député national André Mbata. Il y a plusieurs innovations importantes. Je dois dire ceci, que dans le texte qui nous avait été présenté, la proposition de loi, on prévoyait que la CENI devait être constituée à part égale entre la majorité, l'opposition et la société civile en raison des 5 membres. Et nous avons adopté cela. Et cela constitue une innovation. Parce qu'antérieurement, la société civile n'avait pas 5 membres au sein de la plénière de l'Assemblée nationale. Donc, on a tenu compte, dans la proposition, on n'a pas touché au quota de la composante politique. Par contre, c'est le quota de la société civile qui a été majoré, qui a été augmenté. Ils sont maintenant à 5 membres. Deuxièmement, comme innovation, c'est faire en sorte que les membres de la CENI soient vraiment indépendants dans l'exercice de leurs fonctions. Ils ne peuvent plus recevoir des injonctions des partis, comme on l'a vu dans le passé. On nomme un membre de la CENI, il va à la CENI, il continue à recevoir des injonctions de son parti ou de son autorité morale. Cette histoire-là est terminée. Dès que quelqu'un ou quelqu'une, s'agissant d'une femme, un homme ou une femme a été désigné membre de la CENI, cette personne n'a plus d'injonction à recevoir de la composante qu'il a désignée et ne peut plus être changée par la composante qu'il a désignée et ne peut même pas faire l'objet de menaces de démission par la composante qu'il a désignée. Et bien plus, nous sommes allés plus loin en tenant compte de l'expérience du passé. Vous savez, dans le passé, certains membres de la CENI continuaient à assister aux réunions de leur parti politique, continuaient à être membres actifs, membres des partis politiques. Cette fois-ci, nous avons dit, dès que vous êtes membre de la CENI, vous ne pouvez plus exercer les activités politiques, même pas assister aux réunions des partis ou de l'organisation qui vous a envoyé. Et bien plus, pour question de bonne gestion et de bonne gouvernance, cette fois-ci, dès que vous êtes élu, désigné membre de la CENI et entériné par l'Assemblée nationale, investi par le président de la République, vous devez faire une déclaration écrite du patrimoine familial. On doit savoir quels sont vos biens, quel est votre patrimoine avant d'entrer à la CENI. Parce qu'on connaît dans le passé, c'est à la CENI comme au gouvernement. Des personnes qui n'étaient pas bien nantis, après le mandat à la CENI ou au gouvernement, ils sortent millionnaires. Ils sont millionnaires après un mandat et on se demande d'où vient l'argent. Cette fois-ci, nous avons tenu, il doit être mis un terme à cette pratique de détournement des deniers publics. Vous êtes membre de la CENI, faites une déclaration écrite non seulement de vos biens, mais aussi du patrimoine de votre époux, votre conjoint.
et de vos enfants, même des enfants majeurs. Donc, il y a plusieurs innovations qui ont été introduites. Bon, moi, je crois que la question sera résolue. Je peux vous dire que lorsqu'on revient mardi, on va examiner la proposition de loi article par article. La question aura été résolue. Dans tous les cas, cette question sera résolue le mardi prochain. En restant toujours à l'Assemblée nationale, pour le député national Délicé Sanga, les innovations majeures que l'auteur de la loi avait présentées n'ont pas été reprises par la commission et cela met en mal l'intensité de la réforme. Suivez-le. Nous avançons sur le plan de la réforme après plusieurs insistances et que c'est une très bonne chose parce qu'il faut avoir toujours à l'esprit les élections pour 2023. Ensuite, sur le fond de la réforme, il y a les innovations majeures que l'auteur de la loi avait présentées et qui n'ont pas été ici reprises par la commission et qui nous mettent un peu en mal par rapport à l'intensité de la réforme. Parce que nous aurions souhaité une réforme non pas radicale, mais une réforme substantielle qui permette de faire avancer les choses pour espérer un processus électoral différent en 2023. Et pour ce faire, il y avait la question de l'indépendance des membres de la CENI, il y avait la question du financement de la CENI, du contrôle de la CENI, même si on a refusé les COPEC, mais il aurait fallu renforcer le côté contrôle. Parce qu'aujourd'hui, personne ne peut comprendre. Vous avez 15 membres au sein de la CENI, 7 sont au bureau. Il suffit que le 7 recrute 2 personnes au niveau de l'Assemblée plénière, ils ne seront jamais contrôlés. Or, la CENI gère des enjeux majeurs, des intérêts financiers importants, sans que cela ne fasse l'objet du contrôle. Le deuxième aspect, c'est lié au financement des élections. Vous avez souvent vu que lorsqu'on arrive vers la période où il faut aller vers les élections, en ce moment-là, on dit qu'il faut mobiliser les ressources. En réalité, les ressources doivent être mobilisées en amont et de manière périodique et continuellement pour pouvoir alléger la charge à la fin et ne pas attendre la fin pour pouvoir recueillir ceci. Et donc nous avions fait une proposition, non pas de créer un fonds spécial comme ça avait été proposé par l'auteur, mais de créer un compte d'affectation spéciale. Un tel compte recevrait au niveau du budget des crédits qui lui sont alloués et permettrait d'un exercice à l'autre de conserver les fameux crédits pour pouvoir être mis à contribution pour financer les processus électoraux. Et enfin, la dernière question, la question majeure, a trait au statut de secrétariat exécutif national, secrétaire exécutif provinciaux et les antennes locales. En fait, ce sont là l'armature de la CENI. Et si cette armature n'est pas garantie dans son statut, vous n'aurez jamais une indépendance organique de la CENI. Et c'est pourquoi nous voulions que dans la loi, il soit spécifié le mode de recrutement de ces secrétariats, mais qu'aussi les garanties administratives soient formulées pour qu'on puisse avoir une CENI qui soit fortement charpentée pour l'autonomie, la neutralité, le professionnalisme et l'expertise au service des élections dans notre pays. D'autres élus nationaux, par contre, apprécient cette loi organique de la Commission électorale nationale indépendante et affirment que l'Assemblée nationale ne bloque rien. C'est une loi très importante, cette loi qui porte organisation et fonctionnement de la Commission électorale nationale indépendante, qui est en discussion avec les innovations apportées par notre ancien collègue honorable Lutundula. La loi a été examinée par la commission PAJ. Nous avons presque tous voté à l'unanimité tous les amendements de la commission PAJ. Nous n'avons pas besoin de menaces. Vous avez vu les innovations au sein de cette proposition de loi, où la société civile, où son quota est revu à la hausse. Nous voulons de la transparence, mais aussi, nous voulons qu'il y ait justice. En quoi sommes-nous majorité? Nous sommes majorité pour occuper le poste des adjoints? Non. Et pourquoi il y a menace dans un pays qui se veut démocratique? Nous sommes attaqués à l'est de notre pays. Nos populations sont en train d'être tuées là-bas. Cette menace
voile quoi? Qu'est-ce qu'ils veulent dire en disant que vous allez vous assumer, vous allez voir cette menace? Il n'y a pas que l'opposition du FCC. Nous avons l'opposition de l'ensemble de M. Fayoulou. Pourquoi l'ensemble de M. Fayoulou ne s'agite pas autant que le FCC? C'est qu'il y a quelque chose. Donc, la Mouka, oui. Pourquoi la Mouka ne s'agite pas? La Mouka de M. Fayoulou ne s'agite pas autant que le FCC de M. Kabila. Non, 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 non. C'est inadmissible. Nous avançons, nous sommes une majorité, nous allons nous assumer. Il y a eu un temps où ils étaient majoritaires, où le FCC était majoritaire, ils s'assumaient. Et aujourd'hui, nous sommes majoritaires, nous devons nous assumer. Nous ne pouvons pas manquer un poste de responsabilité, un poste de titulaire au sein de cette composition. Les agents de la CENI doivent avoir un statut spécial qui leur permet d'être en sécurité pour la suite de leur carrière, pour leurs avantages sociaux. Aussi longtemps qu'ils n'auront pas ce statut spécial, les agents de la CENI seront à la merci du personnel politique. En ce qui me concerne, moi, je n'ai pas voulu qu'on continue dans ce genre de méandres pour ralentir le processus. Parce que la population, selon certaines sources, que les députés se complotent pour ralentir le processus électoral. Ce que moi, je ne veux pas. Donc, soyez tranquilles, le processus est déjà entamé, le rapport sera accepté, la loi sera votée et promulguée, et nous irons aux élections. Je l'ai dit dans les titres, Moïse Katumbi a officiellement lancé ce samedi 29 mai 2021 son parti Ensemble pour la République à Lubumbashi. Suivez cet extrait. Alors, mulikuwa mingi sana jambo lenu, basi ni parti yenu ipo mnaipote muroto, wasikilizana mambo ya mabukozi. Et dans le reste des actualités, les femmes politiques et représentantes des ONG féministes évoluant dans plusieurs autres secteurs se sont réunies ce samedi 29 mai 2021 autour de la vice-première ministre de l'Environnement, Eve Bazaïba. Ils ont décidé de s'organiser en synergie en faveur des populations victimes de l'éruption volcanique de Nirangongo-Sulé. Ça doit venir de nous les femmes d'abord, parce que quand la femme s'y met, tout va pour le mieux. C'est ça notre devise. Et en collaboration avec le ministère du Genre, le ministère de la Justice et le ministère de l'Environnement, ça sera plus facile parce qu'il y a des femmes qui sont là. Et les stratégies qu'on a trouvées, c'est mettre ensemble avec les ONG, se mettre ensemble et trouver comment on peut récolter des fonds pour aider ces familles qui sont en déplacement, ces familles qui sont démunies, ces familles qui ont besoin de tout, de zéro, c'est-à-dire même à manger, même les objets de première nécessité, elles ont besoin de ça. Donc comment les aider? On a trouvé une stratégie pour le faire. Nous les femmes, on parle avec notre cœur. Les hommes, ils perdent plus de temps à réfléchir. Nous, on réfléchit plus avec notre cœur qu'avec notre tête d'abord. Parce qu'on voit quand il y a une nécessité, on ne dit pas « Ah, j'ai $10, je dois d'abord faire ça ». Non. Les femmes, quand ils voient l'enfant qui est malade, elles mettent tout de côté. Même si elle avait besoin d'acheter son pagne, elle va mettre le pagne en arrière-plan
elle prend la santé de l'enfant d'abord, même si ce n'est pas son enfant. Mais les hommes, ils doivent réfléchir d'abord. Bon, j'ai mon 10 $ ici, je dois aller acheter mon carburant. Nous, on ne fait pas ça. Nous, on priorise d'abord la nécessité avant de prioriser les autres choses. C'est-à-dire dans les semaines qui suivent. Dans la première semaine qui vient, parlons de mardi par exemple, de la semaine prochaine, on peut déjà commencer. Mais nous avions déjà commencé à collecter des fonds, mais c'était en disparité. Et maintenant, on veut faire ça en ordre. Donc avec la collaboration de ces ministères qui pourront nous aider à acheminer les choses qu'on a récoltées, parce que les ONG des femmes ont déjà récolté beaucoup de choses, mais savent pas comment les acheminer rapidement là-bas. Donc en collaboration avec nos ministères, ça sera très facile d'envoyer ces choses-là à partir de la semaine prochaine déjà. Rendons-nous au Nord Kivu, où le gouverneur militaire de cette province a visité Saké. C'était dans le but de secourir les sinistrés de l'éruption volcanique. Nirangongo, reportage. Le gouverneur militaire du Nord Kivu est allé à la rescousse des sinistrés de l'éruption du volcan Nyiragongo, basé à Saké en territoire de Massissi, c'est à une vingtaine de kilomètres de la ville de Goma. Le lieutenant-général Constant Dima, très épris de la situation humanitaire désastreuse de ces populations déplacées, a apporté une assistance du gouvernement composée essentiellement des vivres et non-vivres, des produits pharmaceutiques et 120 mètres cubes d'eau potable pour soulager tant soit peu ces patriotes en détresse. Dans son adresse à la population, le lieutenant-général Constant Dima a fait attendre que le danger est encore là. Il faut être patient et prudent, a-t-il martelé. Nous devons être vigilants, patients, parce que nous n'avons pas la décision. Ce sont les indications des scientifiques qui nous orientent. Alors il faut qu'on se réfère toujours aux indications, les prévisions, tout ce que l'OVG doit nous communiquer. C'est là où nous étudions au niveau politique pour apporter des solutions à la population. Le message que je viens de lancer, le danger n'est pas encore écarté, la prudence, la patience. Nous avons amené 120 mètres cubes d'eau, le vivre et non vivre. Et demain, Madame de l'OICHA, on vient d'échanger tout à l'heure, vous avez vu, on aura encore à scruter pour voir comment intervenir pour les handicapés et les malades. Le même convoi, même plus que ça, est déjà vers Kibumba. Vous pouvez même poser la question là-bas. Une autre mission similaire est celle conduite par le vice-gouverneur de Nord Kivu à Kibumba, dans les territoires de Nyiragongo. C'est aussi à une vingtaine de kilomètres de la ville de Goma. Kibumba a également accueilli plusieurs déplacés de Goma. Le commissaire divisionnaire Romy Ekuka Lipopo, lui aussi, a remis au nom du gouvernement plusieurs tonnes de vivres et non-vivres, ainsi qu'une bonne quantité d'eau potable. Quoi qu'il en soit, les populations en évacuation devront encore attendre l'appel du gouverneur du Nord Kivu avant de retourner dans leur domicile. Au nom de la population, le chef de la chefferie de Baoundé, le Mwami Nicolas Kalinda, a choisi le mot juste pour remercier le gouverneur militaire pour ses gestes de charité envers les déplacés en détresse. Et cette population qui était à Saké, parce que toute la population avait pris la direction, presque toutes les directions, les uns sont partis vers Kichanga, d'autres vers Massissi, et d'autres vers Ngungu, mais aussi une grande partie aussi était partie vers Bukavu, en empruntant la route Saké, Bweremana, Minova, jusqu'à Bukavu. Et cette population a besoin d'une aide. Mais surtout ici à Saké, où presque 80% de cette population est cantonnée. Cette fois-ci en Ituri, le gouverneur militaire de cette province a la rescousse des personnes malades à l'hôpital général de Nyankoundé. Ce dernier a aussi promis de soutenir cet hôpital pour son bon fonctionnement. Le centre médical évangélique de Nyankoundé connaît de sérieuses difficultés pour son fonctionnement. Ceci à la suite des attaques à répétition de miliciens de forces patriotiques et intégrationnistes du Congo. Conséquence, la faible fréquentation de malades ainsi que l'insuffisance de stock de médicaments. Préoccupé par la situation sanitaire de cette formation médicale, le gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant-général Luboyanka Johnny, qui a visité cet hôpital, n'a pas hésité de venir au chevet de quelques malades dépourvus des moyens. Un motif de
satisfaction pour le médecin directeur de l'hôpital général de Niakoundé. Lors de son passage de l'autorité provinciale à l'hôpital de Niakoundé, il a palpé du doigt de tout ce que nous avons comme difficulté, comme besoin. Et c'est pour cela qu'il nous a promis de réaliser quelque chose en vue de subvenir à tous ces besoins-là. Par exemple, en carburant, en nourriture, parce qu'avec les malades que nous logeons là-bas, ainsi essayer de voir quelques kits d'urgence que nous pouvons essayer d'aider avec l'hôpital actuellement. Oui, il venait de nous remettre un montant de $5 000. Grâce aux actions salvatrices menées par le FARDC, Niakoundé et environ peuvent désormais respirer la paix, tel élevé du commandant suprême des forces armées, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Revenant à cette information, les agents de la police ont dispersé à coups de gaz lacrymogène la marche de militants de l'UNC organisée le vendredi 28 mai 2021 à Kinshasa pour réclamer l'acquittement de Vital Kamerhe, président national de ce parti politique au témoin de l'événement Junel Pezo Delminga. La marche pacifique prévue pour ce vendredi 28 mai 2021 par les militants, cadres et sympathisants de l'UNC en vue d'exiger l'acquittement de leur président national Vital Kamerhe n'a pas eu lieu. Pour cause, la police a fait usage des gaz lacrymogènes pour disperser les manifestants. Voilà, on ne sait pas pourquoi. Très indignés, ces manifestants ont déploré le mauvais comportement de la police, aussi longtemps qu'ils détenaient le document de l'hôtel de ville autorisant cette marche pacifique. Une autorisation en bonne et due forme. Tout ça, la marche pour soutenir notre président arrêté, n'a posé à 100 jours. Mais on ne comprend plus rien. Nous avons informé le gouverneur de la ville. Et aujourd'hui, on nous tire à bout. Je crois que la police a continué à bengana. Mais tu continues à sala. Par ailleurs, ces militants demandent l'acquittement de leur leader car il est innocent. Liberté. Aza innocent. Preuve de culpabilité Nous nous sommes venus pour plaider afin que les juges puissent dire le vrai droit et au vrai sens du mot, du droit. Nous n'avions pas été satisfaits, nous avons interjeté cet appel. Les juges doivent nous dire exactement qu'est-ce que Kamerhe a fait, qu'est-ce qu'il a détourné, c'est combien qu'il a détourné et pourquoi il est en prison. Et la marche n'a pas des objectifs, c'est seulement soutenir la justice pour qu'elle puisse acquitter notre président national qui croupit en prison depuis une année et 2 mois. Et pourtant le dossier est totalement vide. Rappelons que la Cour d'appel de Kinshasa-Gombe avait fixé la prochaine audience du procès 100 jours sur le détournement des fonds destinés à la construction de maisons préfabriquées les 31 du mois en cours. Et pour clore ce journal, de son côté, Willy Leyiba, l'un des cadres de l'Union pour la nation congolaise, estime que leur président national Vital Kamerhe, qui croupit en prison jusqu'à ces jours, est innocent au regard de faits mis à sa charge par la justice. Il est au micro de Sarah Kindila. La marche avait pour raison de soutien au président national, notre président Vital Kamerhe. Le jeune camériste veut montrer au président national que nous sommes derrière lui, que là où il n'est pas seul, il a notre soutien et nous sommes dans l'obligation de l'accompagner pendant cette période sombre pour l'apporter assistance. Voilà telle que la raison de la marche. On ne cessera jamais de réclamer son innocence parce que tous avons suivi le procès de la première instance, comment ça s'est déroulé. Et le procès contenait beaucoup d'irrégularités. Dans les événements suivants, on contestait même le verdict. Les événements qui ont succédé après son procès nous a permis à comprendre effectivement que le président était innocent. À deux fois, on voit la justice qui a nié l'existence de maison et
c'est le même l'État congolais qui demande à la SNED d'électrifier les maisons qui étaient inexistantes. Donc c'est vouloir aimer une chose et son contraire. Voilà, le président est innocent. Et cela n'exclut pas que si le juge de la première instance avait tranché cet procès avec toute partialité, et nous faisons confiance aux juges de cour d'appel avec l'expérience qu'ils ont. Et on croit qu'ils vont dire le droit. Et quand le droit sera dit, je le dis souvent, quand le droit sera dit, de notre côté, ça sera plus simple l'acquittement. Vous avez certainement compris que ce journal a touché à sa fin. Vous nous avez pris en cours de diffusion. Voici l'essentiel de titres. L'état de siège décrété dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri. Le gouvernement est censé saisir le Parlement afin d'obtenir une prorogation de 15 jours. S'organisant en synergie en faveur des populations victimes de l'éruption volcanique, une décision des femmes politiques et représentantes des ONG féministes qui se sont réunies ce samedi 29 mai autour de la vice-première ministre de l'Environnement. Et puis El Bombashi, Moïse Katumbi a lancé officiellement son parti Ensemble pour la République ce samedi 29 mai 2021. C'était là le rappel de titre. Fin complètement de cette grande édition du journal sur la chaîne de l'éducation dont la chefferie a été assumée par Franck Ouassanga. Un grand merci à toute l'équipe technique et rédactionnelle. Derrière la caméra, c'était Delphine Tondula, Guila Mayamba, Laetitia Malouta. Merci de votre fidélité. Bon week-end chez vous. Au revoir.